Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Avez-vous conscience de l'importance du data management pour une meilleure connaissance client ? Maîtrisez-vous les enjeux liés au RCU, le fameux référentiel client unique, dont les organisations doivent faire face suite à la multitude des canaux et des sources de données ? Et comment peut-on gérer ce marketing relationnel de façon plus durable ? Eh bien, pour répondre à l'ensemble de ces questions, je vous propose aujourd'hui d'échanger avec un expert de l'acquisition et de la fidélisation client, qui sont des axes majeurs en marketing. Bonjour Christophe. Bonjour Diane. Alors, petite première question. Déjà, je te laisse te présenter. Nos auditeurs ne connaissent que ton prénom. Ensuite, tu présenteras l'entreprise. Avec grand plaisir. Donc, je suis Christophe Alves. J'ai une double formation. J'ai commencé comme ingénieur et ensuite j'ai mal tourné parce que j'ai fait que du marketing et de la vente. D'abord en Europe, puis aux États-Unis et en Asie. Et j'ai eu la chance, avec un de mes associés, de pouvoir créer ma première société en 2008, la même semaine que la chute de Lehman Brothers, société de marketing. Donc, j'ai toujours travaillé autour de la data. Et dernièrement, avec mes associés, toujours historiques, nous avons acheté la société Scali, qui est la société dans laquelle j'occupe entre guillemets le poste de direction aujourd'hui, qui est une plateforme de marketing cloud agile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une plateforme qui permet aux marques à la fois de collecter leurs données et d'exploiter leurs données, dans le respect effectivement des réglementations, et en même temps avec cette vocation, c'est d'ailleurs pour ça qu'on se parle aujourd'hui, de ne pas trop impacter la planète, parce que malheureusement, on fait partie des pollueurs, vu qu'on propose des outils informatiques. Et alors, en quoi Scali, justement, peut aider à optimiser ou améliorer cette connaissance client ? Puisque la data, aujourd'hui, c'est le cœur de l'ensemble des sujets et des préoccupations de l'ensemble des entreprises et des organisations pour mieux connaître les clients, mieux optimiser, affiner l'offre qui va leur être proposée. Comment Scali aide ses clients ? C'est un sujet vaste, donc je vais essayer d'être concis. On va dire qu'il y a 3 sujets. Le premier, ça va être la capacité de segmentation. Alors, je sais que c'est un mot que tout le monde utilise au quotidien, mais la segmentation, c'est la capacité d'une marque à la fois à comprendre, à clusteriser ses clients et en même temps à leur offrir quelque chose de personnalisé. Donc, que ça soit dans un contenu ou dans une offre, ou quel que soit, entre guillemets, ce qu'on souhaite offrir. De la même façon, puisqu'on va parler de relations et de connaissances clients, une marque va vouloir aussi anticiper. Donc, les capacités, on va parler, alors certains vont parler d'intelligence artificielle, d'autres vont parler d'algorithmie, d'autres vont parler de score d'appétence, on va dire, en fonction de son background technique ou intellectuel. Mais à la fin, cette capacité, en fait, qui va être traduite une fois grâce à l'exploitation de la donnée, va traduire la capacité d'une marque à essayer de proposer quelque chose. Alors, on n'est pas sur de la personnalisation, là, on va plus être sur de la recommandation. On va peut-être donc essayer de proposer peut-être un produit complémentaire. Si on est dans le retail, on va peut-être essayer de proposer un service. Si on est dans une relation client, on va peut-être aussi proposer à un opérateur peut-être du contenu, peut-être des questions à poser. On peut aller très loin. Et en fait, quelle que soit, entre guillemets, l'exploitation, on va toujours être dans cette notion, une nouvelle fois, d'anticipation. Après, le troisième pilier, si on oublie la segmentation, donc la personnalisation et l'anticipation, c'est cette capacité aujourd'hui à avoir une vision globale et multicanale. Et c'est la difficulté de toutes les marques, puisque aujourd'hui, il y a peu de marques, même des pure players. À l'époque, on appelait des pure players e-commerce ou même des pure players retail, si on reste sur ce genre de marque. Aujourd'hui, ont obligatoirement des réseaux sociaux, ont obligatoirement un service après-vente, donc se retrouvent confrontés à une multitude de points d'entrée possibles pour un consommateur.
Et donc la difficulté pour ces marques-là, pour pouvoir effectivement suivre leurs clients et leur offrir une expérience, comme on a dit, sans couture, ça va être d'être capable d'avoir une vue globale de tous ces réseaux sociaux et donc d'être, pour revenir sur le mot que tu utilisais tout à l'heure, d'être capable de créer un référentiel de client unique dans lequel toute la connaissance client, quelle que soit la source de données, va être unifiée. Oui, parce que c'est bien l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire potentiellement un client lambda, si je suis dans une marque de retail en B2C, qui va dans le magasin, le lendemain elle va sur le site internet parce qu'elle a envie de regarder ou d'anticiper ou de réserver ou carrément de faire du click and collect directement sur le site. Potentiellement elle peut appeler, il y a l'appli mobile, donc c'est vrai que les canaux sont assez multipliés. Et pour autant, le client peut être identifié avec des mails différents. Et donc, on a toutes les problématiques de se dire, est-ce que j'aborde ce client A, B, C, qui au final est le même? Totalement. Si je prends mon exemple personnel, j'ai toujours deux numéros de téléphone, parce que j'ai deux SIM cartes, comme je voyage beaucoup, j'ai toujours au minimum 2 numéros de téléphone. De plus, comme j'ai créé différentes boîtes, on a investi dans différentes boîtes, j'utilise différentes adresses email. Plus, comme tout le monde, j'ai des vieilles adresses email que j'utilisais quand j'étais à l'école, etc. Ce qui fait qu'effectivement, je peux être, pour une marque, à un moment donné, amené à donner mon numéro @scali, donc mon adresse email, @scali. De la même façon qu'à un moment donné, peut-être que je vais oublier que j'ai donné mon adresse email Scali, je vais peut-être donner une adresse Hotmail, qui est une vieille adresse email que j'utilisais, sans me rendre compte que finalement, effectivement, j'existais déjà de leur côté. Ce qui est normal puisque je suis un consommateur, c'est pas mon problème. Maintenant, je suis 100% d'accord avec ton analyse, c'est que effectivement, l'enjeu pour la marque va être de reconnaître que c'est bien la même personne. Et à un moment donné, être capable de comprendre si je préfère, moi, qu'on communique sur un email plutôt qu'un autre, d'être capable à la fois d'unifier cette donnée et de l'exploiter de la façon dont moi, consommateur, je souhaite l'exploiter. J'ai un exemple très simple là-dessus, pour aller dans ton sens, c'est Twitter. En fait, quand Twitter est arrivé... X maintenant. X, pardon. X, exactement. Twitter, quand Twitter est arrivé, énormément de marques se sont dit, c'est génial, on va communiquer. Et beaucoup de consommateurs se sont dit, tiens, c'est génial, je vais pouvoir communiquer avec ma marque. Mais en mode service après-vente. C'est-à-dire que, et c'est pour un exemple simple, c'est-à-dire que tu parlais d'unification de données, mais il y a aussi une unification des usages, c'est à un moment donné. Et beaucoup de marques se sont dit, non, Twitter n'est pas fait pour faire du service après-vente. C'était leur conviction propre. Sauf que les consommateurs, eux, ont dit, non, moi, j'ai un moyen de communiquer avec la marque, ça m'embête d'appeler au téléphone et de rester, entre guillemets, très longtemps en attente. Là, j'ai la possibilité d'avoir de l'interaction, du temps réel. Et c'est surtout que j'ai la pression du bad buzz. Exactement. Là, et donc, c'est un exemple, effectivement, que quand je parle d'unification des données et aussi d'unification des usages, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enjeu des marques, avec cette explosion, je me faisais remarquer qu'effectivement, Twitter a changé de nom. Certains concurrents sont créés pour copier Twitter, ce qui fait qu'il y a une explosion maintenant des canaux. Et encore, là, on parle avec une vision européenne. Si on parlait un peu plus asiatique, etc., il y aurait beaucoup d'autres réseaux sociaux à rajouter. Donc, c'est ce qui fait qu'une marque qui est globale, qui va donc être amenée à travailler qu'en France donc, ou à l'international, va devoir accepter de jouer le jeu et donc de collecter ces données et d'unifier, entre guillemets, ces usages à l'interne. Et c'est là où les plateformes de marketing cloud ont un rôle à jouer. En fait, ces plateformes apportent la connectivité nécessaire pour se connecter aux différentes sources de données, donc un réseau social, un système de caisse, une application mobile, enfin, quelle que soit la source, et vont permettre d'exploiter cette donnée tout en respectant les réglementations, de façon à être capable, en sortie, à créer soit un programme de fidélité, tu parlais tout à l'heure de fidélisation, mais ça peut être aussi juste être capable de faciliter, par exemple, de l'acquisition. Je te donne un autre exemple. Quand tu vas, tout le monde est émerveillé par Doctolib. Doctolib, ce qu'ils ont fait, c'est ni plus ni moins que gérer de façon intelligente des prises de rendez-vous. Maintenant, dans plein de domaines d'activité, quand on veut avoir un rendez-vous avec un banquier ou, je sais pas moi, un médecin, autre que sur Doctolib, on était tous confrontés parfois à essayer d'appeler, envoyer des emails, etc., ce qui est très compliqué et très lent. Donc nous, si on garde la même image, une plateforme de marketing cloud, si on devait être sur de l'acquisition, doit, de la même façon que Doctolib facilite en fait la collecte de cette donnée
et la mise en relation avec un médecin et le suivi, si on fait nous, on fait la même chose, si on était dans le même genre de cas, par exemple, on va faire la même chose pour qu'un client qui souhaite aller dans une boutique puisse avoir son personal shopper à un moment donné, pouvoir avoir un rendez-vous, si la personne ne vient pas, qu'on puisse la relancer, etc. Et donc, c'est pour ça que parfois c'est un peu vague, mais in fine, l'objectif est vraiment de faciliter cette collecte de données et son exploitation derrière. Alors, on parle beaucoup de B2C dans les exemples cités avec le retail, forcément, mais j'imagine qu'il y a aussi des clients B2B. Quels sont les types de clients chez Scali? Alors, nous, on a la chance en fait, on est agnostique en termes de typologie de clients, puisqu'on est agnostique en termes de typologie de données qu'on peut exploiter. Alors, pour garder le même type d'exemple, dans le monde du B2B, on a des acteurs qui sont par exemple des banques ou des banques privées qui vont avoir des portails sur lesquels en fait des personnes aisées ou certaines sociétés pourront effectivement demander à être mis en relation avec un conseiller personnel. C'est de la même façon on est capable de gérer effectivement ce type d'informations, sachant que les données qu'on va collecter ne sont pas les mêmes. On peut avoir une raison sociale, de la même façon qu'on pourra avoir effectivement des informations sur un niveau de vie, donc un salaire, un investissement potentiel, enfin bref, tout un tas d'indicateurs qui vont permettre de scorer, parce qu'on va être sur du scoring initial, de la même façon qu'on va scorer un prospect qui va aller sur un site web, qui va cliquer sur différents produits, et en fonction effectivement à la fois de son parcours et peut-être de son historique passé, on va proposer un score final. Donc ces deux types de scores vont utiliser la même technologie, sauf que comme on n'aura pas les mêmes données, on ne va pas fournir à la fin le même score. Et la chance qu'on a nous, c'est pour ça qu'on travaille avec des acteurs dans le monde du B2B, du B2C, donc on a aussi des acteurs qui font plus du B2B2C, de pouvoir nous connecter à différentes sources de données et surtout d'exploiter différentes données de façon sur mesure. Ce que j'appelle appelle nous dans notre jargon le sur-mesure, c'est-à-dire qu'une marque a la capacité, à travers son activité, de se différencier. C'est-à-dire normalement même un objectif, parce que si on veut exister, il faut qu'on puisse proposer quelque chose de différent. Si demain je décide de lancer Coca-Cola Bis et que c'est exactement le même goût, ça ressemble à la même chose, c'est le même prix, et que je ne suis pas connu, le problème c'est que ça va être difficile pour moi de me faire connaître parce que je ne peux pas me différencier. Donc, c'est normalement dans l'ADN d'une marque de se différencier. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans notre produit, pour que la marque puisse se différencier, on souhaitait offrir ses capacités en mode no-code, c'est-à-dire en mode paramétrage, de pouvoir collecter toutes les données que la marque souhaitera et pas obliger la marque, comme c'est souvent le cas malheureusement dans certains outils informatiques, de rentrer dans un moule qui a déjà été prédéfini pour la marque en disant « vous faites du retail, donc c'est ça les données dont vous avez besoin ». Moi, une marque qui vient me voir et qui me dit « je fais du retail » et qui va me dire « j'ai besoin de collecter, comme tu le sais, on est à Barcelone aujourd'hui, la température parce qu'il fait chaud », on va me dire « ah non, dans le retail, on n'a pas besoin de collecter ce genre d'informations ». Moi, si la marque me dit j'en ai besoin parce que je vais vouloir personnaliser, peut-être que je vais envoyer des emails effectivement différents vu qu'il fait chaud, versus quand il va pleuvoir un peu plus tard cette année ou quand il fera froid peut-être en janvier, ça ne me pose aucun problème. En tout cas d'un point de vue technique, puisque on peut, comme une feuille Excel, rajouter autant d'onglets qu'on pourrait le faire dans une feuille Excel ou de colonnes ou de lignes, et dans la plateforme, on peut rajouter autant de champs, donc d'informations possibles, qui permettront à la marque de mieux connaître ses clients, et donc derrière, comme j'ai dit tout à l'heure, de mieux personnaliser ou anticiper leurs relations et leurs actions futures. Et aussi, si je comprends bien, l'axe de différenciation de Scali versus les concurrents, c'est cette notion aussi de sur-mesure et de no-code. C'est un gros axe, effectivement. Le sur-mesure, parce que on vient d'un monde qui a été un petit peu pollué intellectuellement par de très très belles sociétés, mais qui sont venues avec une idée qui était très novatrice, à savoir le cloud, mais avec ce côté sur-étagère. C'est-à-dire que le cloud, quand c'est arrivé, il ne faut pas oublier qu'avant le cloud, on avait l'habitude d'installer toutes les solutions, on appelait ça on-premise, donc in situ, en latin, et la difficulté, c'est qu'à chaque fois, chaque projet faisait que chaque Mac allait réinvestir pour réinstaller tous ces outils-là. C'était très intéressant, maintenant c'était limitant dans le sens où ça demandait d'énormes investissements et surtout, ça obligeait la marque à derrière se responsabiliser sur la gestion de l'actif, à savoir le produit informatique et son évolution. Avec l'arrivée du cloud,
il y a eu beaucoup moins de coûts d'installation et surtout il y avait plus de contraintes de maintenance puisque la maintenance était gérée directement par l'éditeur. Le problème, c'est que techniquement parlant, le cloud est arrivé avec une vision sur étagère pour faciliter par rapport on va dire, aux compétences techniques qu'on avait à l'époque. C'était très bien. Le hic, c'est que quand on est dans le marketing, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque marque, et parfois avec les marques avec lesquelles on travaille, dans chaque département ou chaque filiale ou chaque équipe, vont vouloir avoir parfois des données différentes et les exploiter de façon différente. Donc si on vient en disant qu'il n'y a qu'une seule vision monde, on est obligé de faire, entre guillemets, un choix. Or, nous, on essaie d'offrir à la marque la possibilité de ne pas faire de choix. Effectivement. Et le deuxième point, le côté no-code, est très important, puisqu'aujourd'hui, les marques, on oublie souvent ça, mais dans Marketing Cloud, il y a marketing, donc c'est un outil pour les équipes marketing. C'est-à-dire que c'est un outil pour des équipes métiers qui doivent pouvoir mettre en place ce qu'elles ont besoin de mettre en place sans équipe IT. Et d'un autre côté, comme on sait que les équipes IT sont là pour la sécurité de l'information, effectivement, la compliance, etc., d'offrir à la fois la capacité à des gens techniques et des gens de métier de pouvoir travailler dans la même plateforme avec à chacun leurs modules et leurs fonctionnalités. Et c'est ça vraiment la vision qui est poussée et qui différencie aujourd'hui la plateforme, sachant que le dernier point souvent qu'on met en avant, c'est la couverture fonctionnelle de la plateforme, puisque contrairement à d'autres concurrents, nous n'avons pas racheté des sociétés. C'est une plateforme qui a été développée à la base par Bouygues Telecom et qui a évolué, donc sur laquelle on a effectivement une Customer Data Platform qui permet de faire le référentiel de clients dont tu parlais tout à l'heure et d'agrémenter, entre guillemets, ces fonctionnalités par différents modules. Donc on a un module spécifique pour la compliance RGPD, de la même façon qu'on a un module spécifique pour faire de la fidélité. On en a un pour faire de la BI, etc. Ça, c'est plus clair pour nos auditeurs, on est J'espère, complètement dans le vif du sujet. Est-ce que tu vois quels sont les défis marketing des entreprises aujourd'hui et du coup les demandes de tes clients actuellement? Alors, les défis, en fait, j'avais réfléchi un petit peu à ta question et j'en vois déjà 3 qui vont dans le sens de ce qu'on s'est dit. Le premier, c'est la saturation des canaux. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a à la fois une multiplicité et aussi il y a une surabondance de communication. Donc, chaque marque, une nouvelle fois, en restant avec cette optique de se différencier et en même temps de créer nos relations et de suivre l'expérience, doit pouvoir gérer cette saturation des canaux et en même temps, il ne faut pas l'oublier, cette saturation des canaux devient de plus en plus difficile à gérer que les réglementations évoluent. Alors, un exemple très très simple, quand on voulait faire un arbitrage à un certain moment pour éviter effectivement de saturer les canaux, on essayait par exemple de faire des calculs d'attribution. Aujourd'hui, un calcul d'attribution est de plus en plus complexe puisque si le parcours est omnicanal, il se peut, comme tu disais tout à l'heure, qu'on commence sur un site web et qu'on finisse en boutique. Or, parfois en boutique, on n'aura pas le nom, effectivement, ou alors l'email ou le prénom qu'on va avoir, il y aura peut-être une faute dedans, ou ce ne sera pas exactement les mêmes, donc on ne va pas pouvoir attribuer, effectivement, une opération à une vente, et donc, in fine, on ne pourra pas faire l'arbitrage nécessaire qui permettrait de diminuer un petit peu la communication que peut faire une marque sur les canaux. Et on parle de ça parce qu'un des autres points qui est très important, un des enjeux qu'on voit beaucoup, et qui est lié aussi au côté, puisque la saturation est souvent liée avec la pression marketing qu'on veut mettre, et cette pression marketing, puisqu'on est là aussi ici pour parler de responsabilité, notamment RSE, cette pression marketing doit à la fois être mise en place d'un point de vue relation client, et donc effectivement commercial, mais aussi d'un point de vue aujourd'hui RSE. Il y a de plus en plus de sociétés qui ont commencé à mettre en place, par exemple, des modèles pour calculer quel est l'impact carbone, par exemple, d'un email, ce qui est très intéressant. Par exemple, il y a une société qui s'appelle Bad Sender qui fait ça en France. Enfin, c'est pas les seuls, mais bon, ils ont écrit beaucoup de choses sur le sujet de façon très intelligente et c'est très accessible d'ailleurs pour les auditeurs. Maintenant, la difficulté, c'est qu'une fois, puisque j'ai parlé de réseaux sociaux et aussi d'omnicanalité, l'email n'est qu'un canal. Complètement. Le téléphone en est un autre, le SMS en est un autre, le print en est un autre, etc. Donc en fait, quand on va vouloir calculer l'impact carbone global, effectivement, il faut avoir une vision globale. D'où le fait que nous, on réfléchit à la fois dans le moteur de calcul de la pression marketing, de faire une pression marketing différenciée
pour éviter de rentrer dans des pressions marketing classiques du style si j'ai décidé de t'envoyer 3 emails parce que j'ai décidé un jour que voilà, tu fais partie d'une typologie de clients pour qui je peux envoyer 3 emails, bah, j'ai envie de te répondre que c'est ridicule. Parce qu'en fait, peut-être que là, tu es en vacances, peut-être que tu vas en lire 25 emails. Alors que peut-être qu'en septembre, tu vas être surchargé, tu n'auras pas le temps d'en lire plus que 3. Peut-être que tu vas t'arrêter à 2. Donc, ce que j'aurais plutôt tendance à faire, c'est de te proposer de faire un calcul qui va être lié à ta consommation. Si tu consommes le contenu que je te propose, pourquoi j'arrêterais? Alors que si tu ne consommes pas, il faut peut-être que j'arrête parce que je vais peut-être arriver très vite à un seuil de saturation. Et bien, cette logique-là, on est en train de faire des calculs et de mettre en place un modèle pour pouvoir calculer l'impact carbone global à la fois de la plateforme et effectivement de l'exploitation de la plateforme dans le cadre effectivement d'une relation commerciale. C'est une double tâche en fait, la sensibilisation de la marque par rapport à cette empreinte carbone et en même temps la sensibilisation du consommateur qui a un rôle à jouer lui-même dans cette empreinte carbone. Alors ça, c'est un point hyper intéressant, effectivement, et qui n'est pas si évident que ça. C'est qu'effectivement, expliquer à un consommateur, si on reste sur l'email, que le fait de rester abonné à une newsletter qu'on ne lit pas, si on reste sur cette histoire de newsletter, bah, c'est du carbone en fait dépensé pour rien. De la même façon que si je décide de télécharger X vidéos et que je ne les regarde pas, c'est de l'énergie, voilà, c'est pas pertinent. Et c'est vrai qu'on a tous un rôle à jouer là-dessus. Alors c'est vrai que seul, on ne pourra pas changer malheureusement la direction qu'on prend, effectivement le réchauffement climatique, on est tous en train de subir. Mais si on s'y met tous, ce qu'on a pu voir malheureusement durant le Covid, je dis malheureusement parce qu'on l'a subi, c'est que très rapidement, la nature reprend ses droits. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'à l'époque, j'étais sur Paris, qu'en région parisienne, il y avait beaucoup moins de brouillard lié aux pollutions, etc. Donc, et c'est vrai que ces petits gestes, qui ne sont pas compliqués, parce qu'effectivement, finalement, se désabonner, ça prend quelques secondes, peuvent à la fois aider une marque à créer une meilleure relation, diminuer son impact carbone, et en même temps un consommateur, qui permet d'être un peu plus responsabilisé, va se rendre compte peut-être que finalement la relation qu'il crée, il va peut-être la valoriser de façon différente et surtout se projeter un peu plus sur l'impact que lui aussi a dans cette équation parce que malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on essaye, nous, à notre petite échelle chez Scali, d'aider la planète puisque, comme je le dis, contrairement à certaines sociétés américaines, on n'a pas vision d'investir pour aller habiter sur Mars, on a plutôt envie de rester sur Terre. Donc, mais concrètement, ce qu'on fait, finalement, va déjà pour objectif de compenser ce qu'on crée. Puisque malheureusement, comme j'ai dit en introduction, nous sommes des pollueurs. Donc, on essaye d'aider notre propre pollution. De cette façon-là. Exactement. Et alors, tu citais à plusieurs reprises le côté réglementation obligatoire. Quand on est dans cette notion de connaissance client, de marketing, de pression marketing, quels sont ces éléments réglementaires? Alors en fait, la blague, c'est qu'en France, on nous dit que la réglementation, elle était là depuis, je crois, 1978 ou quelque chose comme ça, ou 1977. Donc la réglementation RGPD... Avec la CNIL au démarrage. Exactement, avec la CNIL, pour des raisons historiques tristes, puisque en fait la France et l'Allemagne avaient décidé de mettre en place ce genre de réglementation pour éviter que se reproduise ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, voilà, que malheureusement tout le monde a en tête. C'est la raison historique qui fait que la France et l'Allemagne étaient les deux pays les plus avancés en Europe sur la réglementation et sur les ciblages, entre guillemets, ethniques. Donc, ces réglementations existaient, mais effectivement n'étaient pas respectées, ou très peu respectées. Donc, l'avantage de la réglementation RGPD, c'est qu'elle a permis d'aujourd'hui de créer un cadre réglementaire qui permet réellement d'appliquer la réglementation, même si c'est toujours compliqué d'être 100% compliant parce qu'il y a énormément de contraintes. Maintenant, la façon dont je la vois moi, c'est un troc. Pour moi, la réglementation, c'est un troc entre une marque et un consommateur. Et à un moment donné, il faut trouver une monnaie d'échange. Et la monnaie d'échange, aujourd'hui, ça peut être du temps, ça peut être effectivement un achat, comme ça peut être de la donnée personnelle. Voilà. Si on est TF1, on veut acheter du temps de cerveau, la fameuse expression, voilà. Et si on est une marque, effectivement, on va être content que quelqu'un aille sur les réseaux sociaux, regarder sur Insta ou sur Facebook les nouvelles publicités, etc. Parce qu'on se dit, plus on va imprégner effectivement le consommateur, plus on a de chances qu'il achète derrière. Donc effectivement, la réglementation, moi je la vois comme du troc entre un consommateur et une marque. Et pour que ce troc fonctionne, il faut qu'à un moment donné,
il y ait un accord. Et aujourd'hui, cet accord, c'est pour ça qu'on parle souvent de consentement, il doit être clair, puisque effectivement, pour qu'il y ait un respect à la fois du consommateur et de la marque, puisque la marque a un intérêt légitime qui est de faire du business, maintenant le consommateur souhaite être sûr que quand il va partager sa donnée soit vraiment utilisée comme il le souhaiterait. Je reviens sur la question que tu posais tout à l'heure. Si je m'abonne à une newsletter, c'est aussi la responsabilité effectivement du consommateur de se désabonner. Donc, il a donné son accord. Maintenant, à un moment donné, il a le droit de donner son désaccord et donc de cesser une relation. D'où cette histoire de troc. Et alors, peut-être davantage dans les emails au niveau des marques, de sensibiliser aussi sur la part de l'empreinte carbone, ou en tout cas sur le fait de dire, une fois que vous avez lu cet email, qui est un email promotionnel, relationnel ou qui peut être transactionnel, mais qu'on n'a pas forcément besoin de garder totalement l'historique, d'avoir maintenant, tout comme on en a en bas dans le footer, se désabonner, potentiellement plus haut ou plus bas, en tout cas quelque part, d'avoir un bandeau d'office pour la planète, supprimer cet email une fois que vous l'avez lu. Totalement. C'est un acte responsable que de le faire. Maintenant, effectivement, on peut aller un peu plus loin si on réfléchit à ce que tu dis, qui est effectivement intéressant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu lis un article, on te dit combien de temps de lecture tu vas avoir. On pourrait te dire quelle est l'empreinte carbone que tu vas avoir à le lire ou maintenant ou le lire dans une semaine ou dans un mois. Alors je sais pas si tu es abonné par exemple au Monde, l'application Le Monde sur ton téléphone te permet de sauvegarder des articles, etc. Je suis 100% d'accord. Le problème, c'est que là tu en parles que de l'email et en fait l'email, qui est un canal exceptionnel, ne reste qu'un canal parmi tous les autres. Donc, et c'est ça la difficulté. Si on prend l'exemple du SMS, tu me parlais du désabonnement, tu vois, cette notion de se désabonner. Aujourd'hui, le SMS, par exemple, le stop SMS, c'est une fonction française. Donc, si tu es une marque internationale, ton consommateur ne pourra pas faire de stop SMS. Donc, on revient sur ce que tu disais. Il faut créer, alors, à travers des liens, ça peut être un lien, effectivement, par exemple, un lien court sur un SMS, ou ça peut être le fait de donner accès à un centre de préférence qui va, au lieu d'avoir un lien de désabonnement direct, donner un lien, ce qu'on appelle un centre de préférence, qui va être finalement une page dans laquelle un consommateur va retrouver, je reviens sur cette notion de troc, tous les consentements, donc tous les accords qu'elle a pu passer avec la marque, visibles, que ça soit par email, par SMS, par WhatsApp, par WeChat, quel que soit le canal qu'on ait voulu, ou par téléphone, et de pouvoir les enlever ou pas à certains moments. Et pour aller plus loin, comme tu dis tout à l'heure, on pourrait aussi proposer, et c'est ce que certaines marques font, la fréquence à laquelle on souhaite communiquer. Dès le démarrage, en tout cas, de faire une demande dès le démarrage et potentiellement tous les 3 mois ou 6 mois, de dire un petit rappel, tout comme on vérifie. Est-ce que c'est bien votre adresse email? Est-ce que ce sont bien vos coordonnées avec le pop-up quand on arrive connecté au site e-commerce? Potentiellement, on peut aussi, au fait, quels sont vos consentements, etc. Et pour aller dans ton sens, et je ne l'ai pas encore vu, mais tu pourrais très bien dire quel est le montant de carbone que vous acceptez qu'on échange. Et en fait, qui serait un calcul qui serait fait en fonction des canaux qu'on va utiliser. Je reviens sur ces notions d'arbitrage qu'on disait tout à l'heure. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer ça de façon claire. En tout cas, j'espère que ça l'était. Mais c'est cette difficulté à un moment donné de faire ces arbitrages entre, il y a plein de réseaux sociaux. On voudrait être sûr que le consommateur, on puisse le toucher sur tous ces réseaux sociaux parce qu'on sait que le consommateur va tous les voir. Et alors, soit on peut vite sombrer dans l'ultra-exposition qui va être, au contraire, si elle n'est pas pertinente. Si elle n'est pas fine. Exactement. Et personnalisée. Rentrer effectivement dans la saturation, un niveau de saturation qui fait qu'on perd une relation avec, entre guillemets, son consommateur. Et alors là-dessus, est-ce que tu vois tes clients ou dans les nouveaux appels d'offres intégrer cette notion-là d'un marketing un peu plus responsable avec moins de pression marketing? Ou au contraire, c'est toujours, ils font appel au service de Scali parce que justement, il y a cette uniformité, omnicanalité de data qui est mieux gérée? Alors, c'est une question compliquée parce qu'en fait, on est en pleine évolution. C'est-à-dire que tu m'aurais posé exactement la même question avant le Covid et maintenant, déjà, je pense que je ne t'aurais pas donné la même réponse. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Alors déjà, sur tous les appels d'offres publics, c'est une obligation. Il y a une partie du score, en fait, de la réponse qui est effectivement sur la capacité de la société à montrer
quelle est sa stratégie, quel est son impact carbone. Pour ça que, comme je le disais en off, nous on a fait appel à une société pour nous aider, pour montrer, pour être audité par quelqu'un d'externe, voilà, qui s'appelle Grémy, une très belle société française, qui a pu nous accompagner aussi bien pour auditer la société, former également les employés, puisqu'ils ont mis en place différents modules de formation, et être capable à la fin de nous fournir un score. Aujourd'hui, on a un score C, c'est-à-dire qu'on fait déjà partie du top 10%. On se bat pour avoir un score B, qui ferait qu'on serait dans le top 3%, ce qui est un enjeu important. Voilà, quand je parlais tout à l'heure de responsabilité, ça t'aide effectivement, et c'est, pour répondre à ta question, c'est indépendant qui est lié aux appels d'offres, qui est très important pour montrer effectivement ta crédibilité et ta responsabilité. Après, il y a le côté, j'ai envie de dire, plus terre-à-terre opérationnel, au quotidien. Et là, c'est là où c'est un peu plus compliqué, parce qu'on revient sur cette notion simple de pression marketing. Pression marketing, moi, je l'explique souvent à des personnes plus juniors, c'est qu'il y a une guéguerre entre je dois faire un chiffre d'affaires et je dois respecter mon client. Et il y a une dichotomie entre les deux, parce que quand on fait le calcul du combien j'ai envoyé d'emails et combien j'ai de désabonnements, on peut aussi se poser la question du quelle est l'attribution, donc quel est le chiffre d'affaires que j'ai généré si on en reste sur email. Et bien, certaines marques se disent oui, mais c'est vrai que j'ai des désabonnements, mais je continue à augmenter mon chiffre d'affaires. Voilà. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est exactement la même chose sur l'impact carbone. Je ne connais pas une marque aujourd'hui qui me dit moi, ça me fait plaisir de polluer. Pas une. Et je pense que tout le monde se sent responsable. Voilà. Par contre, quand bien même on se dit ça ne fait pas plaisir de polluer, c'est pas évident aujourd'hui d'en tenir compte au quotidien pour ces actions marketing. De la même façon que je peux entendre que certains vont dire il faut faire des efforts, je ne sais pas moi, sur le chauffage ou sur la clim. Il y a des personnes qui sont plus frileux d'autres. Certains vont dire moi je ne peux pas vivre s'il fait 30 degrés dans cette pièce-là. Et d'autres diront moi je peux faire un effort, ça ne pose pas de problème. Voilà, je pense que ce qu'on vit tous au quotidien, les marques l'ont aussi, à savoir essayer de se différencier. Mais les efforts, ça ne se fait pas de façon si simple, surtout qu'on est dans une période très compliquée. On a connu le Covid, aujourd'hui on connaît une crise énergétique un petit peu particulière, parce qu'il y a une inflation des coûts qui a entraîné énormément de problèmes. Donc c'est pas évident avec tous ces changements, sachant qu'en plus on nous promet toujours que demain ça sera pire qu'aujourd'hui, de prendre des décisions aussi drastiques. Mais ça n'empêche qu'on essaye à notre, une nouvelle fois, maigre échelle, et c'est pour ça qu'aussi nous on fait des investissements pour faciliter ce genre de mise en place de stratégie et cette capacité derrière à faire ce choix. Parce que le premier, c'est un petit peu toujours comme un parcours client. D'abord, il faut en avoir conscience. Ensuite, effectivement, il faut pouvoir considérer, effectivement, le faire. Et pour considérer, il faut pouvoir mesurer. Et c'est pour ça qu'on essaie de proposer de faciliter cette mesure. Et quand on a pris la décision, il faut pouvoir l'opérer. Et c'est pour ça que nous, on essaie de travailler aussi bien sur le côté reporting que sur les capacités du produit à tenir compte des stratégies que souhaitent mettre en place les marques sur ce. Donc, on est capable aussi bien de tenir compte d'un impact carbone comme d'un critère du nombre de fois où on pourrait contacter une personne exactement de la même façon. Et alors, quels seraient les conseils potentiellement que tu pourrais donner aux marques pour qu'elles fassent du marketing plus durable? Parce qu'après, on peut supposer que les équipes marketing ne sont pas toutes formées ou informées sur ce sujet du marketing plus responsable. Il y a une question d'information, de sensibilisation propre, mais il y a aussi la culture générale de l'entreprise. Totalement. Donc voilà, il y a aussi potentiellement les équipes qui ne sont pas au fait de l'ensemble de ces sujets-là, en tout cas pas encore, qui n'ont pas encore découvert tous mes derniers épisodes de podcast. Mais voilà, quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux clients? Le plus simple et le plus compliqué, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, ça serait de gérer une pression marketing la plus efficace possible. Bon, maintenant, c'est bien, c'est pas évident, c'est ce que je viens de dire, ça va être très compliqué. Après, si on rentre sur des choix, donc les sociétés font des choix de fournisseurs. Dans les choix de fournisseurs, il y a des choses simples sur lesquelles on peut regarder. Un exemple que je donne souvent, c'est serveur physique ou serveur virtuel. Un serveur virtuel coûte en termes carbone 20 fois plus qu'un serveur physique. Donc, c'est la raison pour laquelle, chez Scali, quand bien même on est parmi les pollueurs, puisqu'on a effectivement 10 différents serveurs, la raison pour laquelle on a eu un score C, ce qui est très très bas dans le domaine,
c'est parce qu'on n'utilise que des serveurs physiques et aucun serveur virtuel. De plus, c'est par rapport au choix des fournisseurs qu'on a fait, de savoir comment eux-mêmes, par exemple, génèrent des systèmes de refroidissement. Est-ce qu'ils vont utiliser, comme certains font, des systèmes de climatisation, ou au contraire, est-ce qu'ils vont utiliser des systèmes hydrauliques, etc., donc un peu plus innovants, mais beaucoup plus naturels, de façon effectivement à jouer là-dessus. Donc voilà. Donc le premier point, effectivement, c'est sur la pression marketing, c'est compliqué. Le deuxième point, j'aurais tendance à dire, faire attention à des choses simples sur le choix des fournisseurs, parce qu'effectivement, je peux comprendre une autre fois que c'est plus simple pour quelqu'un de pas très expérimenté techniquement d'utiliser un serveur virtuel, parce qu'effectivement, ça apporte, comme son nom l'indique, une certaine virtualisation qui donc une certaine agilité. Mais si on rentre et si on se dit qu'on doit rentrer de façon pérenne dans un processus qui va nous aider tous à sortir de cette crise énergétique, il va falloir se poser la question du est-ce que l'agilité que j'ai là vaut le coup versus l'impact que je peux créer. Voilà. On s'est posé ces questions-là sur les voitures. À un moment donné, on se posera la question. Moi, je suis persuadé que dans peut-être 5 ans, 10 ans, il y a des gens qui diront, tu te rends compte qu'à l'époque, on utilisait aussi facilement les serveurs virtuels sans se rendre compte que ça pollue autant, etc. Voilà. Majoritairement, ces conseils-là, et c'est aussi ce que Scali applique. Quand tu cites les appels d'offres, quelles sont les autres étapes ou éléments que vous mettez en place au sein de l'entreprise dans cet axe RSE au global? Alors déjà, on a la chance ou la malchance d'avoir beaucoup de gens qui sont passionnés par le sujet, donc ça n'a pas été une obligation qu'on a créée en plus, c'est pas une énième recommandation, note interne, ça a vraiment été, en fait, on a différentes personnes qui ont elles-mêmes soit travaillé dans des organisations préalables, soit qui continuent d'ailleurs à s'occuper de petites ONG et qui souhaitaient, à travers leur travail au quotidien, être fiers de ce qu'elles faisaient. Et donc, ça s'est traduit par la mise en place, sachant que personnellement, je l'ai fait aussi dans le passé, de m'occuper d'une ONG. Donc, ça a été, entre guillemets, un travail collégial. Et ça a été de toute façon des réflexions qui avaient été entreprises également au préalable, puisque Scali est une société qu'on a rachetée, par les personnes qui avaient réfléchi à l'infrastructure au départ. Donc, on n'est pas parti sur une feuille blanche. On avait la chance d'avoir déjà un background assez intéressant. Et on s'est surtout posé les bonnes questions. Et on a eu la chance, grâce à certaines connaissances sur le marché, d'être mis en relation typiquement avec des sociétés comme Greenly, etc., qui elles-mêmes avaient mis en place différentes formations, différents questionnaires, différents supports, qui nous ont permis aussi de se poser tout un tas de questions. D'où ma boutade en off sur le fait de manger, par exemple. Une des questions et une des blagues qu'on avait tous, c'était de se dire « Ah bah tiens, si ce midi je vais manger de la viande versus si je vais manger du poisson, quel est l'impact que je peux effectivement avoir ?» Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça nous a permis de tous, même si certains, comme je disais en intro, étaient vraiment motivés par le sujet, de s'assurer que tout le monde ait conscience. Et je pense que je reviens souvent sur ce parcours, mais la prise de conscience, c'est la première étape de toute façon, et c'est une étape importante. Et cette prise de conscience, après, on a essayé de la restituer à travers, je ne sais pas si tu as l'opportunité de le voir, on a mis en place un document RSE qui est disponible directement sur le site web, qu'on a fait faire et qu'on a travaillé avec des cabinets externes, de façon à montrer à la fois les objectifs qu'on se fixait, où est-ce qu'on en était, parce qu'on a pris conscience d'où on en était, et qu'on essaie de le mesurer. Donc effectivement, chaque année, on mettra une version différente pour que à la fois nos partenaires, montrer les étapes, exactement, ou nos clients puissent voir où on en est. Voilà. Donc comme je dis, voilà, à notre maigre échelle, on n'a pas envie d'investir pour habiter sur la Lune ou sur Mars, on a vraiment envie de rester sur Terre. C'est noté. Est-ce que tu as d'autres sujets avant qu'on aborde mes questions classiques invitées? Je pense qu'on a fait un tour assez large, même si effectivement c'est des sujets passionnants, donc on pourra en parler pendant des heures, mais je pense que ce qui est intéressant dans ta question, à la fois de voir la notion de marketing et de RSE, sous l'angle de la connaissance client, parce que le marketing ne peut exister sans connaissance client, c'est de se poser la question. C'est un peu comme quand je parlais de pression marketing, il y a la question du chiffre d'affaires et la question de la saturation. Je pense qu'il faudrait que cette question devienne plus classique et qu'on se pose moins la question de est-ce que c'est une question. En fait, c'est une question, bien sûr, mais c'est surtout que ça devrait être un objectif à atteindre. Voilà. Et il y a une phrase que j'aime bien, qui est les Shadocks, c'est qu'on dit souvent que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà.
Alors là, effectivement, je pense qu'il y en a plein de solutions. Et on peut tous essayer à l'échelle. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire humblement côté Scali. Simplifier les démarches et en même temps du sur-mesure et d'anticiper justement toutes ces problématiques marketing plus responsable. Et sachant que j'imagine que demain, on aura d'autres problèmes. Donc, il faudra être agile et trouver de nouvelles solutions. C'est un bel enjeu. Alors, mon podcast se nomme Marqueur, donc ça c'est des questions classiques. Donc on a parlé forcément de marketing durable, de marketing plus responsable. Pour moi, le marketing, c'est vraiment le cœur et c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. De manière globale, c'est la base de l'offre. Et quand on fait du marketing avec le cœur, on embarque forcément plus de monde de façon plus durable. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Déjà, je trouve ça très sympa. J'aime bien les jeux de mots. Puisque ton podcast aujourd'hui était sur la connaissance client, le marketing qui doit permettre que ce soit au niveau produit, au niveau commercial, enfin, quels que soient les axes qu'on prend dans le marketing, doit nous aider à connaître son produit, son marché, sa concurrence, etc. Et donc, effectivement, l'idée du cœur, je trouve ça assez sympa. Et je trouve que ça humanise un petit peu et c'est un peu un pied de nez à tout ce qu'on voit en ce moment, que j'appelle moi des boîtes noires, où on explique que les marketeurs vont tous avoir des outils d'intelligence artificielle, très intéressant dans l'idée, mais si on ne fait que communiquer avec des boîtes noires sans comprendre ce qui se passe, à un moment donné, on perd en humanité. Donc, par rapport à ton petit clin d'œil, je trouve effectivement que c'est un peu un pied de nez effectivement à cette tendance, sachant que c'est un truc auquel je crois beaucoup. J'ai fait beaucoup de mathématiques. Je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup d'outils qu'on appelle intelligence artificielle alors que ce ne sont que des algorithmes. Donc déjà, c'est un vrai problème. Et le deuxième point, c'est que quand on est une équipe marketing ou même juste un marketeur, si on perd l'humanité et de la connaissance, si par exemple j'étais responsable, je sais pas moi, chez Chanel, on va me parler effectivement de la maison Chanel, de son historique. En quoi une boîte externe, un algorithme externe peut comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas la capacité d'exploiter certaines informations et de m'aider, mais en quoi je vais léguer et laisser cet outil seul. Je n'y crois pas, personnellement. Voilà. Je pense au contraire que ces outils seront des assistants, mais n'ont pas vocation à remplacer. Donc, ton idée de marqueur, je trouve ça intéressant parce que ça remet l'humain et à la fois le marketing, ça donne cette image que le marketing est à la fois au cœur de l'activité commerciale. Donc, je trouve ça plutôt cool. Ouais. Ok, merci pour cette bonne réponse. Et est-ce que, alors comme tu l'as précisé tout à l'heure, effectivement, Scali, en tout cas toi, tu es basé à Barcelone, même s'il y a des antennes un peu partout aussi, et donc il se trouve que j'ai de vacances, c'est pour ça que je travaille pendant mes vacances. Est-ce qu'il y a des campagnes de pub ou des belles histoires en Espagne qui sont sur cette thématique du marketing durable, qui t'ont inspiré? En Espagne, j'ai pas d'idée comme ça. Enfin, il y en a. Alors, pour le coup, je regarde pas trop la télé. Je fais un peu partie de cette génération qui est plus, on va dire, plateforme ou qui, on va dire, va profiter plutôt de lire un bon bouquin. Mais sur les pubs, en fait, il y avait une pub en Thaïlande, parce qu'on a des bureaux en Thaïlande, qui était assez sympa, notamment sur la gestion de la sécheresse, et qui mettait en avant une famille et qui montrait l'impact, en fait. Alors, les Thaïlandais, qui sont parfois pour nous pas toujours évidentes à comprendre, parce que bon, je ne parle pas du tout thaïlandais, mais pour le coup... avec un humour un peu particulier. Et un humour un petit peu particulier, mais en fait qui montrait en fait un petit bonhomme qui était censé représenter en fait les problèmes de la famille, en fait qui était un dessiné, et ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'il montrait à la fois le climat et l'impact effectivement de la sécheresse sur les récoltes, et en même temps que le côté familial et commercial. C'est-à-dire qu'il montrait l'évolution d'une famille qui ne tenait pas, on ne faisait pas attention, qui avait des rizières, qui ne faisait pas attention à ses rizières, versus une famille qui a fait attention à ses rizières, qui a pu lui faire fortune, qui a ensuite habité en ville, etc. Voilà. Et pourquoi ça m'avait marqué? Parce que je trouvais qu'ils ont une façon, je trouve qu'en Europe,
on n'aurait pas du tout présenté les choses de cette façon-là, et surtout, on n'aurait pas osé, parce qu'il y a un côté caricature qui est vraiment impressionnant d'ailleurs, parce qu'en plus, pour le PIB de la Thaïlande est en croissance impressionnante. Effectivement, on a toujours cette image que les gens sont dans les airs, alors qu'en fait, ils habitent tous, ils ont des gros 4x4, ils habitent dans des parties, habitent dans des grands immeubles, etc. Et je trouvais que leur image, pour ça que ça m'avait plu, ils n'avaient pas peur de jouer sur effectivement cette image-là, qui est vraiment vieillotte pour eux, un petit peu comme quand on regarde des films américains et ils nous voient tous avec un béret et une baguette de pain. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça sympa, et ça parlait effectivement plus aujourd'hui de l'impact. Alors, c'était sur la gestion de l'eau, des eaux usagées, des pesticides. Enfin, c'était quand même, finalement, le sujet était assez large. Ok. Est-ce que tu as un éco-geste que tu fais toi au quotidien ou au boulot? Alors pour le coup, là-dessus, j'étais pas très très bon, faut dire ce qui est. J'avais du mal avec le tri sélectif, je dois l'avouer. Donc au fur et à mesure, je m'y suis mis. Le seul éco-geste que je pourrais dire que j'arrive à faire, et peut-être un petit peu plus que la moyenne, c'est que j'ai appris dernièrement à apprécier les douches froides. Alors comme tu me diras, on est à Barcelone, c'est plus simple que dans d'autres pays. Mais voilà, après, bon, une nouvelle fois, personnellement, j'ai pas de voiture, donc bon, pour le coup, j'essaye de venir à pied, en vélo, etc. Malheureusement, c'est vrai que ça, on va dire que c'est un côté cool, sauf que comme tu l'as dit, on a des bureaux à l'international, on a des clients internationaux, donc on est aussi amené à voyager. Donc voilà, donc à un moment donné, on va dire que je reviens sur mon postulat de base, je sais que je pollue, donc j'essaie de compenser d'une certaine façon. Voilà. Mais j'ai pas d'éco-geste faramineux, si ce n'est que j'ai planté quelques bambous, voilà, mais c'est pas un éco-geste, on va dire. Un petit peu de verdure. C'est plus du hedging qu'un éco-geste. Voilà. Ok. Donc il y a encore plein de choses à venir. Ah, ouais, on peut que s'améliorer. Et alors, est-ce que tu penses à un invité? Ouais, alors en ce moment, je suis en train de lire pas mal de trucs dans le monde du luxe, sur certaines grandes histoires de grands patrons français, notamment côté LVMH et côté Kering. Je pense que ce serait très intéressant de comprendre comment ces marques qui font rêver la terre entière vont pouvoir s'inscrire, continuer à faire rêver, tout en sachant, comme nous on le sait, qu'ils font partie des pollueurs, et en même temps continuer à proposer à tout être homme de rêver. Certains vont rêver pour des bijoux, d'autres pour des habits, d'autres bouteilles de vin, d'autres pour des chaussures, enfin bref, quel que soit l'intérêt qu'on pourrait y avoir. Ok, donc à creuser cette piste du luxe. Je te le souhaite. Et du marketing durable. Merci beaucoup Christophe pour le temps passé aujourd'hui. C'était un plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!